Petit cours du prof envers les élèves. C'est pas les élèves qui vont bosser lors du confinement. Là, c'est le prof qui va vous faire une petite synthèse sur les vérins. Donc voilà, on est toujours dans la partie hydraulique. Petite synthèse sur les vérins. Et on commence par une petite vidéo pour vous expliquer à quoi ils servent, où ils sont Pomper montés. à travers les vérins sous pression. Des pinces de grue au broyeur, en passant par les suspensions de voiture, les vérins hydrauliques sont vraiment une force omniprésente. Voici la puissance du fluide en action. Le fluide pressurisé pompé dans les vérins fait tout le travail. C'est ce qui donne à ce chariot élévateur la force de soulever. La production débute par le corps du vérin. Une scie à ruban découpe le tube d'acier de la longueur désirée. Puis des outils informatisés sculptent le cylindre compact pour le transformer en tige de piston. C'est cette tige qui sera déplacée par pression hydraulique pour transférer une force à une machine, comme le chariot élévateur. L'outil exécute un filetage à une extrémité et sculpte également des diamètres différents. Ceci aura un effet d'amorti lorsque la machine alimentée par le vérin baissera de régime. L'autre extrémité de la tige sera attachée au piston qui prend forme sous nos yeux. Un outil spécial le perce en son centre pour créer un trou fileté. À l'aide d'une jauge, on mesure les dimensions du trou pour s'assurer que la tige de piston s'insérera parfaitement. Une autre fraise informatisée sculpte ensuite des rainures sur la paroi extérieure du piston. On installe une série d'anneaux d'étanchéité sur le piston et sur la tête du vérin qui a été produite industriellement de manière similaire. Ces anneaux empêcheront la fuite des fluides pressurisés lorsque la tige de piston se déplacera dans les orifices centraux de ces pièces. Cet anneau bleu agira également comme un racleur, éliminant la poussière de la tige de piston et empêchant les agents de contamination de pénétrer dans le vérin. Un anneau en forme de O installé sur l'extérieur de la tête du vérin évitera les fuites de fluide entre elles et le corps du vérin. Une fois les anneaux d'étanchéité installés, on lubrifie l'entrée de la tête du vérin. Cette opération permet une installation facile de la pièce à l'extrémité de la tige de piston. On fait ensuite glisser le piston sur l'autre extrémité de la tige et on le fixe à l'aide d'un écrou. On serre l'écrou sur la tige à l'aide d'une clé à choc. La production se poursuit avec le corps du vérin. Un robot soude un bouchon dessus. La pièce de fixation adjacente a été installée préalablement pour y attacher le tuyau qui amène les fluides. On serre le corps du vérin pour le stabiliser. On lubrifie l'extrémité ouverte filetée afin d'y glisser plus facilement un manchon en métal pour que les anneaux d'étanchéité, éléments essentiels, restent intacts lorsqu'on insère l'ensemble de la tige de piston dans le corps. Lorsque le piston est bien entré dans le corps, on retire le manchon. On pousse ensuite la tige au fond du corps et on visse la tête du vérin à la lèvre filetée. À l'aide d'une clé, on serre le montage jusqu'au couple souhaité. On applique un adhésif sur une vis. On insère ensuite la vis dans la tête du vérin. L'adhésif gonfle en séchant, ce qui maintient la vis en place. On inscrit le nom du client, le numéro de la pièce et d'autres informations sur le vérin monté à l'aide d'un outil de gravure informatisé. Ce vérin est prêt à recevoir le fluide, une huile hydraulique spécialement formulée pour opérer sous pression. Le technicien fixe les tuyaux au vérin pour le remplir d'huile pressurisée. Lorsque la pression se forme à une extrémité, la tige de piston s'allonge. On verse du fluide à l'autre extrémité et la tige se rétracte. Le technicien passe le doigt autour des pièces de fixation et des anneaux d'étanchéité pour détecter d'éventuelles fuites. Après un bon nettoyage, on vaporise les vérins hydrauliques d'une solution qui protège le métal contre la rouille. Ces vérins hydrauliques sont désormais prêts à quitter l'usine. Bon voilà, vous avez vu une petite vidéo sur la conception d'un vérin. Excusez-moi pour la qualité, j'ai pas trouvé mieux. Par contre, ça vous donne aussi une idée sur
le changement, par exemple, des différents joints qu'on peut avoir à changer plus tard à l'intérieur des vérins. Vous les avez vus lors de la conception, mais vous les verrez aussi quand vous interviendrez sur un échange de joints pour améliorer l'étanchéité d'un vérin. Là, on va maintenant un petit peu travailler sur qu'est-ce qu'on peut retrouver sur un vérin, sur une machine comme un tractopelle. Alors, dans un premier temps, vous avez votre document à remplir. Dans un premier temps, vous avez ce qu'on appelle les vérins de cavage godet. Donc, il y en a deux qui vont permettre l'oscillation ou la rotation du godet. Ensuite, on a les vérins de levage de brancard qui vont nous permettre de lever ou d'abaisser la charge. Ensuite, on va passer derrière avec les vérins qui sont situés dans les poutres qu'on va retrouver, qui vont s'appeler les vérins de stabilisateur, qui vont permettre de stabiliser la machine quand elle va travailler en pelle rétro, donc avec l'équipement arrière pour creuser. Et on a ensuite le grand qu'on voit ici, c'est le vérin de balancier rétro, donc de la pelle rétro qu'on trouve à l'arrière. On va revenir un tout petit peu à l'avant, c'est pas le cas de tous les godets, mais on peut l'avoir. On a ici les vérins pour les godets 4 en 1, qui vont permettre d'avoir une ouverture du godet pour attraper des matières, attraper des matériaux par le dessous. C'est ce qu'on appelle les godets croco. Enfin, pas tout à fait croco, mais voilà. C'est un godet qui s'ouvre en deux. Ensuite, sur une autre vue, on va pouvoir retrouver à l'arrière, sur le rétro, le vérin de godet qui va piloter le godet rétro, le godet de creusage. On va avoir le godet de flèche. On va retrouver le vérin d'orientation pour faire gérer l'orientation gauche-droite de ma machine. Et ce qu'on n'a pas ici représenté, parce que celui-là c'était pas hyper simple, mais à l'intérieur de ce bras-là, on peut avoir un vérin qui nous permet de faire un télescope, donc de gagner en longueur. Donc vous allez pouvoir remplir tout ça sur votre document. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour continuer. Ensuite, alors quel est le but du jeu dans la vie d'un vérin? Si je prends sa fonction assez basiquement, c'est de transformer une énergie hydraulique qui lui vient de l'huile sous pression fournie par la pompe et les distributeurs en énergie mécanique. Mais qui va se traduire comment cette énergie mécanique? Tout simplement par des efforts sur cela, par des efforts et un mouvement linéaire alterné. Soit je rentre, soit je sors la tige. Permettant l'utilisation d'équipements, comme la pelle, le godet, l'orientation, le chargeur. Donc en gros, je récupère une énergie hydraulique générée par mes pompes et je les transforme en énergie mécanique linéaire. Pour cela, il va falloir qu'on rentre un peu dans le détail de savoir comment est composé un petit peu notre vérin. Donc là, on va essayer d'étudier un petit peu tout ce qui compose un vérin. Ça peut paraître un élément assez simple, hein. Vous savez qu'on travaille souvent sur les pompes ou les distributeurs, mais qu'on oublie de travailler sur les vérins, et on voit que les vérins, c'est des éléments qui sont quand même assez complexes. Et vous verrez qu'en mécanique, à l'atelier, c'est souvent sur eux que vous allez intervenir. Quand c'est pas un flexible qui est rompu ou une pompe qui est morte suite à une pollution de circuit, c'est souvent des joints de vérin qu'on va devoir effectuer. Alors, dans un premier temps, numéro 1, ici on retrouve la tige du vérin. La tige, c'est l'élément ici femelle avec l'œillet qu'on retrouve en face qui rentre dans le corps. Donc en numéro 2, je viens de le dire, c'est le corps du vérin, ou le fût, ou le cylindre du vérin. En 3, c'est ce qu'on va appeler le palier, qui va guider la tige. Un peu de place pour retrouver le numéro 4. Le numéro 4, si on le regarde bien, c'est un joint qui vient lécher sur la tige, donc on va l'appeler le joint de tige. En 5, c'est le joint qui est donc entre le palier et le corps, donc on va l'appeler joint de palier. En 6, c'est l'élément qui va lui encaisser la pression côté gauche, côté droit, pour permettre d'entraîner la tige côté gauche ou en rentrée ou sortie tige. C'est l'élément qu'on appelle le piston, l'élément très important du vérin. En 7, d'après vous, si le 6 c'est le piston, en 7 c'est le joint de piston. On fait un peu de place. En 8, on va retrouver ici ce qu'on appelle la petite chambre. La petite chambre, c'est la petite chambre où va s'établir l'huile sous pression côté tige. Vous voyez qu'on a moins de volume et que l'huile hydraulique s'appliquant ici ou ici va avoir moins de surface pour s'appliquer que du côté piston où il n'y a pas la tige. Donc on va appeler ça la petite chambre. Donc si le numéro 8 c'est la petite chambre parce qu'elle s'applique côté piston là où il y a moins de surface à cause de la tige, de l'autre côté où il y a toute la surface du piston où je vais pouvoir appuyer, ça va s'appeler la grande chambre.
Le numéro 10, il est là. Le numéro 10, vous voyez, c'est une espèce de bague qui vient ici bloquer un ressort. Donc ce ressort-là, il va être utile quand le piston va arriver en bout, en sortie, à fond de sortie tige. Et c'est ce qui va nous permettre d'amortir un petit peu la sortie de la tige. C'est ce qu'on va appeler un amortisseur de fin de course. En 11, on a l'œil de fixation, le point de fixation de la tige, ici. En 12, le point de fixation du fût, de l'autre côté. En 13, on en a deux, un de chaque côté, ce sont les graisseurs. Et 14, ce sont des bagues qui vont nous permettre de guider le piston. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris tous les éléments qui caractérisent notre vérin. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses.